Bonjour à tous, Gilles Montalesco de la Nouvelle-Orléans à l'American Heart Association. Je dois dire qu'on a un très beau meeting avec beaucoup de résultats qui me paraissent très importants, donc il est difficile de sélectionner. Le meeting n'est d'ailleurs pas complètement terminé, on est au milieu du meeting et donc avec ce qui a été présenté, j'ai fait une sélection qui comme toujours est très personnelle. Où je vais vous parler d'une étude positive qui me paraît importante pour la pratique quotidienne, d'une étude négative, grosse étude, qui me paraît également importante pour notre pratique, les deux étant publiés dans le New England. Je vais vous parler rapidement de deux études qui me semblent rétablir la vérité là où elle nous avait quittés, et parfois la raison nous avait quittés sur ces questions-là. Et puis je terminerai avec une étude qui ouvre un débat et des questions et qui est une étude française importante. Alors la première étude, l'étude positive, c'est l'étude pionnière qui aborde la question de ces patients coronariens qui doivent être stentés lorsqu'ils ont une fibrillation auriculaire, comment on doit gérer le traitement antithrombotique. On était resté avec l'étude VEUST. On a l'étude pionnière qui a testé deux stratégies différentes, une stratégie on va dire de rivaroxaban 15 mg associé à du clopidogrel, on oublie l'aspirine après l'angioplastie. Une deuxième stratégie où on prend le traitement antiplaquettaire habituel, aspirine, clopidogrel, on rajoute une toute petite dose de 2,5 mg de rivaroxaban et on suit les patients. Et puis le bras contrôle, c'est le bras habituel de trithérapie, antivitamine K, aspirine et clopidogrel. Cette étude est remarquablement positive puisque les deux bras testés sont positifs sur le critère primaire de jugement qui est un critère de sécurité, c'est-à-dire sur les hémorragies, et les deux bras font mieux que le traitement contrôle, qui n'est pas un traitement aussi, on va dire, forcené que dans VEUS, puisqu'il y avait la possibilité en cours de route d'arrêter cette trithérapie et de passer à une bithérapie, alors que dans VEUST, pendant toute la durée de l'étude, les patients restaient sous trithérapie. Donc on a une très belle réduction du critère de sécurité, et en chiffre absolu, c'est 10%, donc c'est une très belle réduction. Donc on est enclin à dire qu'il va falloir changer la pratique. Et il va falloir utiliser une de ces deux stratégies pour gérer nos patients. D'autres études sont en cours et viendront sans doute confirmer cela. La petite déception de cette étude, c'est qu'on ne voit pas de différence sur les événements ischémiques. Les trois bras sont à peu près à égalité. Donc on ne fera pas mieux sur le plan ischémique, mais on fait beaucoup mieux sur la sécurité de l'emploi. On voit s'éloigner la trithérapie comme prise en charge de ces patients-là, et on voit s'éloigner l'aspirine, parce que je pense qu'on va beaucoup utiliser le bras 15 mg rivaroxaban avec le clopidogrel. Donc c'est une nouvelle importante. Il y a d'autres études en cours qui devront nous dire si en effet ça confirme les choses. Donc l'aspirine, si on l'oublie, c'est quand même après l'angioplastie. On fait toujours l'angioplastie avec de l'aspirine. Et puis la dose de 15 mg, c'est pour 6 mois, 1 an, mais à 1 an, lorsqu'on revient sur une prévention de l'accident vasculaire cérébral sur fibrillation auriculaire, il faut sans doute, bien évidemment, reprendre la dose de 20 mg habituelle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Deuxième étude, qui est une étude négative surprenante dans sa négativité, qui est l'étude Euclide. L'étude Euclide, c'était des patients qui avaient une maladie artérielle périphérique et pour lesquels on aurait parié que le ticagrelor, beaucoup plus puissant, allait faire mieux que le clopidogrel pour réduire les décès cardiovasculaires, les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. C'était le critère primaire de jugement. Or, dans cette comparaison tête contre tête, 13 000 patients, aucune différence, vraiment aucun signal en faveur du ticagrelor dans cette population. Alors c'est tellement neutre qu'on se pose des questions, bien évidemment, d'autant que même du côté des hémorragies, on ne voit pas de signal et que les deux médicaments se comportent de la même manière, ce qui est plutôt bien pour le ticagrelor, mais on ne voit pas de différence sur les hémorragies non plus du côté de la safety. Alors pourquoi, la question c'est pourquoi vraiment on n'a pas de signal. Premièrement, première hypothèse, on peut se dire, eh bien, il n'y a que 30% des patients avec une maladie artérielle périphérique qui ont une maladie coronaire associée. Peut-être qu'on est finalement, même avec beaucoup de patients, sous-taillés pour aller chercher des événements cardiaques, comme c'était le cas dans cette étude. Le critère primaire de jugement, c'est un critère cardiaque.
Deuxièmement, les patients qui étaient résistants au clopidogrel ont été éliminés de cette étude. Il y avait un test génétique qui éliminait les homozygotes. Peut-être que c'est là qu'on aurait attendu le bénéfice. Et puis, rappelons-nous quand même que le ticagrelor n'est pas une thiénopyridine, à l'inverse du prasugrel, du clopidogrel, de la ticlopidine, et que peut-être que ça fait aussi une différence. Mais on pourrait lister comme ça un certain nombre d'hypothèses pour expliquer cette négativité. Bien évidemment, l'étude est assez décevante. On espérait avoir trouvé un meilleur médicament pour ces patients-là. Deux études qui ramènent la vérité là où elle nous avait un peu quittés, et la raison aussi. La première étude, c'est Precision, qui a été publiée aussi dans le New England Journal. Je vous rappelle qu'on était resté avec l'idée que les coxibes avaient peu de droits de citer chez les patients cardiaques à haut risque cardiovasculaire, et qu'on imaginait que le naproxène était en particulier plus safe que les coxibes et le célécoxib en particulier. Là, on a une grosse étude randomisée qui a comparé le célécoxib au naproxène et à l'ibuprofène en regardant la sécurité d'emploi. Et en fait, dans tous les cas de figure, en intention de traiter, en analysant le traitement, il y a beaucoup d'analyses dans cette étude. Le célécoxib se comporte mieux sur la sécurité que les deux autres médicaments. Et dans les analyses en traitement, on voit même apparaître des effets sur la mortalité. On a vu vraiment qu'il y avait une meilleure sécurité d'emploi avec ce coxib qu'avec les deux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est une étude importante qui rétablit la vérité. La deuxième étude, c'est l'étude HOPE-3. Rapidement, cette étude a regardé le déclin cognitif des patients ou l'amélioration cognitive des patients dans l'étude HOPE-3 qui associait une réduction de pression artérielle et une statine. Vous savez qu'il y avait des choses qui se disaient sur les statines et le déclin cognitif. On ne retrouve rien là d'inquiétant, mais aussi rien de positif. C'est un essai globalement neutre. Et dernière étude, qui est l'étude française qui ouvre le débat, qui est l'étude future, qui a été cette étude regardant l'effet de la FFR chez les patients tritronculaires pour savoir s'il fallait plutôt les ponter, plutôt les dilater ou plutôt les traiter médicalement. Cette étude a été interrompue probablement un peu rapidement par le DSMB. Difficile de conclure pour cette étude. Le critère primaire, on ne peut pas en dire grand-chose, et surtout cet arrêt prématuré sur peut-être un excès de mortalité qui n'est pas confirmé en fin d'étude pose le problème de tous ces arrêts prématurés d'études qu'on voit de temps en temps dans les études randomisées lorsqu'un DSMB prend une décision peut-être trop rapide sur un critère certes très important qu'est la mortalité, mais qui ne permet plus de conclure pour cette situation. Voilà, très rapidement, donc ce que je pouvais dire, la petite sélection faite pour l'AHA 2016. Merci de m'avoir écouté.